Alors nous sommes très honorés, et très heureux aussi, d'accueillir donc David Frey. Je ne l'ai pas présenté évidemment. Je suis heureux aussi que sa maman soit là. Alors ça rappelle que la famille fait partie de notre association depuis longtemps. Donc, heureux d'accueillir David Frey. J'espère qu'on va mieux le connaître quand Annie Amer l'aura interrogé à la façon de Jacques Chancel. Et Dieu dans tout ça, j'espère qu'elle n'oubliera pas de nous poser cette question. Et heureux aussi parce qu'il va nous présenter le programme pour la seconde année de l'Offrande musicale. Ce grand festival qui a déjà eu un énorme succès l'an dernier et à laquelle David Frey a bien voulu nous associer. Et nous en sommes très heureux. Et cette année, bien sûr, on va continuer. On a délégué Annie Amer, qui ne fait pratiquement plus que cela, pour promouvoir l'offrande musicale. Je sens que je vais être libérée de beaucoup de choses. Bon, donc voilà. Donc en janvier 2020, si vous avez assisté à l'Assemblée générale, eh bien c'est au cours de cette Assemblée générale que David Frey est venu nous présenter son projet de festival. Il n'était pas encore mis sur pied. Et donc ce festival, l'Offrande musicale Festival hors norme, eh bien il a pris naissance dans cette année-là. Mais David nous proposait que nous soyons partenaires et l'UTL et l'offrande musicale. Et c'est avec plaisir qu'on a accepté ce partenariat parce que ça s'inscrivait dans les objectifs de l'UTL, mais en plus ça ouvrait notre offre culturelle. Nous avons des ateliers culturels au sein de l'UTL et là nous avons un partenariat culturel d'envergure à côté de l'UTL. Donc on a été vraiment très heureux d'accepter ce partenariat. Alors, c'était 2020 et voilà, une pandémie est venue contrarier beaucoup de choses, si bien que la première manifestation de ce festival, elle a eu lieu quand même. Peut-être que certains d'entre vous ont pu y participer, ont pu y assister. C'était un concert à Saint-Savin, un concert qui réunissait David Frey et Renaud Capuçon. Et je crois que même que certains d'entre vous n'ont pas pu trouver de place ce jour-là pour assister à ce concert. Et c'était vraiment une très très belle chose. Alors, la première édition du festival, elle s'est tenue en 2021, l'année dernière, du 21 juillet au 7 juillet. Et la deuxième se tiendra cette année du 29 juin au 11 juillet. Alors avant d'en venir à ce programme, est-ce que tu peux nous retracer le parcours de l'enfant musicien jusqu'au pianiste international, rapidement? Oui. Bon, d'abord, bonjour à tous. Merci, cher Jean-François, merci Annie de m'avoir invité aujourd'hui pour pouvoir un peu parler de cette deuxième édition. Je crois que en mon nom et au nom de tous les membres de l'offrande musicale, nous sommes vraiment heureux de ce partenariat qui a un sens évidemment évident pour nous, outre les liens que Jean-François a rappelés, familiaux au sein de l'UTL, mais je crois que la grande majorité des adhérents de l'UTL sont curieux et intéressés par beaucoup de thèmes qui sont portés par notre festival. Alors je vais essayer de te répondre relativement succinctement. Effectivement, je suis né donc à Tarbes en 1981 et j'ai fait mes études ici jusqu'à l'âge de 17 ans, de piano en tout cas, d'abord chez un professeur privé et ensuite au conservatoire de Tarbes, où j'ai obtenu mes diplômes, et ensuite je suis rentré au conservatoire de Paris à l'âge de 17 ans. Et j'ai vécu à Paris jusqu'à il y a 8 ans en fait, et je suis revenu vivre dans les Hautes-Pyrénées il y a 7-8 ans, pour des raisons qui sont d'ailleurs en partie liées à la cause centrale du festival de l'offrande musicale. Voilà.
Alors justement, à propos de ce festival, on peut se demander pourquoi et comment est née cette idée, parce que c'est quand même pas simple quand on est un artiste international, d'ajouter à son travail ce festival, faire naître un festival dans une région où il y en a très peu quand même, il n'y a pas énormément de festivals de ce genre. Et donc, pourquoi ce festival que tu as appelé hors norme? Alors effectivement, moi je me suis souvenu que quand j'étais enfant et que j'étais déjà passionné par la musique, en fait, les très grands artistes que je rêvais d'entendre, en fait, il fallait souvent que j'aille à Toulouse. C'est vrai que les premiers très grands concerts que j'ai entendus, c'était au Festival des Pianos Jacobins ou aux Grands Interprètes à Toulouse, en fait. Ensuite aussi à Paris, voilà. Après, tu l'as rappelé, il y a 2 festivals de musique classique aussi sur le territoire, le Festival de musique sacrée de Lourdes et celui Piano Pic autour de Bagnères, qui étaient quand même, voilà, qui sont aussi des occasions d'entendre de beaux artistes. Mais c'est vrai que, bon, disons que notre territoire n'était pas absolument surchargé effectivement de ce genre de manifestations. Moi, quand je suis revenu vivre ici, je me suis rendu compte que j'étais peut-être plus attaché à mon territoire que je ne l'avais imaginé, que ce territoire était sans doute aussi plus beau et plus riche aussi que ce que je pouvais penser quand j'étais plus petit, parce que quand vous vivez dans un endroit, finalement, vous en ignorez en grande partie les richesses, souvent. Donc il a fallu que je quitte les Hautes-Pyrénées pour quelque part qu'elles me manquent et que je les valorise à leur juste valeur, à leur juste place. Et donc je me suis dit que si je pouvais modestement apporter une contribution culturelle au département, c'était peut-être une bonne idée. Après, effectivement, comme tu l'as dit, il s'appelle hors norme ce festival, parce que c'est un festival, vous le savez, je pense, qui est un peu particulier, et que justement, je n'ai pas voulu faire un festival de plus. Il y avait effectivement deux festivals qui étaient présents ici, même si chacun a son identité évidemment, mais je voulais que l'offrande musicale soit un festival qui rejoigne aussi des préoccupations personnelles, ça c'est certain. Et très rapidement s'est imposé le thème du handicap, que je connais pour des raisons liées à ma famille proche, et en fait j'ai été très étonné en me renseignant un peu de voir que, au moins en Europe, je ne suis pas allé peut-être suffisamment loin ensuite, mais au moins en Europe, il n'y avait pas forcément de festival de cette ampleur, de cette ambition artistique, vraiment centré sur la cause du handicap. Alors qu'à l'essai, je veux dire, en particulier lors de la première édition l'année dernière, on va peut-être en parler, je me suis rendu compte que cette idée n'était pas seulement une idée belle en soi, voilà, qui faisait sens pour moi, mais qu'il y avait vraiment un lien entre la musique, en particulier l'art en général, mais franchement la musique en particulier, hein. La musique et les personnes qui sont concernées par le handicap, aussi bien moteur que cognitif, puisque nous à l'offrande musicale on essaie de s'occuper de ces deux axes-là. Et je dois dire que, outre le fait que le festival ait attiré un public déjà nombreux, etc., fidèle, une des grandes satisfactions l'année dernière, pour moi et pour tous les bénévoles et pour toute l'équipe, ça a été vraiment de voir à quel point l'intuition qui avait donné naissance à l'offrande musicale était juste, et à quel point les répétitions ouvertes que l'on a faites, les 20% de places offertes gratuitement aux personnes en situation de handicap, etc., toutes les médiations qui sont aussi dans les établissements de santé, que vous, le public, vous ne connaissez pas forcément précisément, parce que c'est ce que j'appelle le festival un peu souterrain, auquel le public n'a pas forcément accès. Tout ça nous a vraiment montré à quel point la musique pouvait faire beaucoup, en fait, et pas seulement d'un point de vue d'un simple plaisir ou d'une expérience sensorielle émouvante, ce qui est déjà beaucoup d'ailleurs. Mais il y a des vertus dans la musique qui aujourd'hui sont, je pense, de plus en plus connues par les scientifiques, et qui sont plus qu'un simple réconfort. Et donc la première édition nous a convaincus que cette intuition était la bonne, qu'il fallait continuer dans cette direction. D'accord. Alors je suppose que tu n'as pas fait ça tout seul, et que tu avais une équipe autour de toi, et tu peux nous dire à peu près
quel a été le ressenti du premier festival? Est-ce que tu sais à peu près comment ça s'est passé? Oui, ça je sais. Eh ben, à toi. Oui, effectivement, c'est une aventure collective. C'est aussi ça que moi qui m'a plu. En fait, je suis en train de découvrir, à la vérité, je suis en train de découvrir aussi un nouveau métier pratiquement, et puis une autre manière de considérer mon travail aussi. Et ce qui m'a plu, c'est qu'effectivement, c'est formé d'une manière assez immédiate, et presque spontanée. Une équipe, effectivement, qui est en plus constituée d'amis, vraiment de gens que je connais en général depuis longtemps, et qui ont été à la fois touchés par la cause que nous défendions, mais aussi qui étaient, je pense, enthousiastes à l'idée de créer quelque chose de nouveau pour notre territoire, en fait. Et donc le fait de créer une aventure collective, ça a été aussi une partie du plaisir que j'y ai trouvé, ça c'est évident. Ouais. Après cette première édition, oui, si je dois faire un bilan, elle a bien fonctionné, puisque on n'a pas été, je pense, absolument, comment dirais-je, excessif dans la communication qu'on a pu faire, mais malgré tout, on a vendu, disons, à peu près 100% des places qui étaient tout simplement disponibles. Après, il y avait quelques restrictions au début du festival à cause des jauges Covid, c'est vrai. Mais globalement, moi j'ai été étonné de voir que contrairement à ce que certains essayaient de me faire croire quand j'ai eu cette idée-là, le département des Hautes-Pyrénées était un département qui aimait la musique, qui aimait la culture, et qu'un festival de cette ambition-là était tout à fait possible, et pourquoi pas nécessaire et souhaitable ici, dans un territoire plutôt rural. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était un pari auquel peu de gens croyaient. Oui. Et donc, comment le premier festival retentit sur le second, sur l'organisation, sur les objectifs? Est-ce que tu as, ayant appris des choses de ce premier festival, tu vas le faire retentir sur le second? Comme tout retour d'expérience, on a fait des choses bien. Je tire mon chapeau à tous les bénévoles. Certains sont là d'ailleurs aujourd'hui, ça me fait plaisir de les voir. Donc vraiment, ils ont été d'un professionnalisme, je dois dire, absolument, qui a bluffé les artistes et les gens qui sont venus au festival, hein, et qui ont vu dès la première édition, en fait, vraiment, beaucoup de choses étaient très 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 au point. Donc moi-même, j'étais heureux et surpris de voir à quel point tout ça était non seulement une affaire d'amitié, de motivation, mais aussi tout simplement de sérieux, de professionnalisme. Voilà. Donc après, évidemment, il y a toujours des choses à modifier, à améliorer, et effectivement, on a essayé comment dirais-je, de se mettre autour d'une table et de voir ce qui pouvait être modifié et amélioré. Mais je dois dire que globalement, les choses se sont bien passées. Après, il est dans ma nature, et je crois dans la nature des gens qui m'entourent, de ne pas se reposer sur de prétendus lauriers, mais au contraire d'essayer d'aller toujours plus loin et de faire que les choses puissent se développer. Et Dieu sait que cette année, pour la deuxième édition, elles vont se développer beaucoup. Voilà. Alors, justement, à ce propos, est-ce qu'on peut en venir à la présentation du deuxième festival? Ouais. Surtout pas le second. Hein? Ah non, pas le second. Le deuxième. Et voilà, donc je vais l'illustrer au fur et à mesure. Alors, donc comme tu l'as dit, le festival cette année, il aura lieu du 29 juin au 11 juillet. Et c'est vrai que cette année, c'est une année un peu particulière parce que les planètes se sont un peu alignées. Et on peut parler même d'étoiles en ce qui concerne les gens qu'on a réussi à faire venir cette année, parce qu'on a vraiment une programmation, je crois, qui est assez sensationnelle. Et donc du 29 juin au 11 juillet, on commence donc le 29 juin à Château-Montus. J'ai les conférences. Ah oui, les conférences, tu as raison. C'est la particularité de... Oui, c'est vrai, j'aurais dû en parler, tu as raison. Voilà. Alors la particularité de l'offrande musicale, pour ceux qui peut-être ne sont pas encore coutumiers de notre festival, qui est quand même nouveau, c'est que les soirées se déroulent en 3 temps, en fait. Il y a d'abord une conférence, qui est d'ailleurs une des raisons, il faut le dire, une des raisons principales, qui m'ont conduit aussi à solliciter votre partenariat, hein, évidemment. Donc une conférence, en général, une 40aine de minutes. Ce qui est intéressant, c'est que ces conférences ne sont pas absolument littérales ou prévisibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément consacrées aux œuvres qui sont jouées après, comme c'est parfois
la tradition de le faire. Elles peuvent être consacrées à un lieu du patrimoine haut-pyrénéen qui accueille le concert. Elles peuvent être consacrées à un thème philosophique ou autre qui traverse la programmation de la soirée, etc. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup, parce que depuis le début, je ne voulais pas que l'offrande musicale ça soit juste une sorte de distributeur de billets de concert. Ce qui d'ailleurs aurait été une ambition déjà louable. Mais je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose de plus complet, de plus chaleureux aussi, quelque part. Et donc ces conférences, je le précise, puisque peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, mais je le dis déjà maintenant, ces conférences sont gratuites pour les, je sais plus, 20 premières personnes de l'UTL qui vont les commander en fait. Avec un concert. Oui, alors il faut venir à condition qu'elle soit associée au concert. On ne peut pas venir à la conférence normalement si on n'a pas le billet de concert. Effectivement, on est d'abord et avant tout un festival de musique. Donc on va commencer à Château-Montus avec un invité qui pour moi est extrêmement important et que j'ai essayé de convaincre, et donc ça a fonctionné. Vraiment, je suis très très fier qu'on puisse l'accueillir. En plus, il a des attaches dans les Hautes-Pyrénées. C'est Philippe Lançon. Donc il est invité d'honneur, Philippe Lançon, et il est écrivain en résidence. L'année dernière, on avait une écrivain en résidence qui s'appelait Virginie Reitz, qui était une belle écrivaine, qui avait écrit des textes pour le book du festival, qui est vendu 5 € pendant le festival, et qui est vraiment un bel objet, et qu'on va refaire cette année. Et donc Philippe Lançon, c'est l'écrivain du Lambeau. Je pense que un certain nombre d'entre vous ont lu le livre, et ceux qui ne l'ont pas lu, franchement, je ne saurais que trop vous le recommander. Philippe Lançon est journaliste à l'origine, et il a été victime le 7 janvier 2015 de l'attentat commis dans les locaux de Charlie Hebdo. Voilà, il était présent à la conférence de rédaction, et il a eu la moitié du visage arraché par des armes de guerre. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc il a subi une reconstruction aussi bien physique évidemment que mentale, on pourrait dire. Pendant très très longs mois, il était hospitalisé à l'hôtel des Invalides d'ailleurs. Il était accueilli là-bas. Et son surnom, pour la petite histoire, aux Invalides, c'était Monsieur Tarbes. Parce qu'il a des attaches familiales. Je crois que son oncle et sa tante habitent ici. Et donc il y a un chapitre dans le Lambeau qui s'appelle Monsieur Tarbes. Et donc ce livre, moi qui personnellement, comme beaucoup je crois qu'il a été vendu à 400 ou 500 000 exemplaires, qui a marqué beaucoup de gens, moi il m'a énormément marqué aussi. Et outre la référence à Tarbes, j'ai vu que c'était aussi que Philippe Lançon était un amoureux de musique et quelqu'un qui connaissait très très bien la musique. Il a fait lui-même, je parlais avec lui récemment de la flûte, et donc il est musicien amateur et il a une passion pour la musique. Et donc il va venir à Château-Montus pour parler évidemment du Lambeau, pour parler aussi, je pense, de son expérience, de la musique, et de ce sujet qui est au cœur même de notre festival, qui est comment la musique finalement peut participer à la résilience, à la reconstruction d'une personne qui, et c'est là aussi un peu l'intérêt de sa venue quelque part, n'est pas handicapée au sens où on l'entend d'habitude, ou en tout cas c'est une image du handicap qui est tout à fait inhabituelle, mais néanmoins voilà quelqu'un qui a été et qui est toujours d'ailleurs dans une situation quand même extrêmement compliquée, qui subit des opérations multiples, ça ne s'est toujours pas arrêté. Donc je trouvais intéressant aussi de le faire venir pour ça, outre l'immense écrivain qu'il est. Je voudrais aussi dire que Philippe Lançon, bien malgré lui, est aussi le témoin d'un événement majeur de notre époque, et qu'il est aussi, malgré lui bien sûr, une sorte de symbole d'un certain type de liberté, typiquement française. Et c'est vrai que les événements qui aujourd'hui ont lieu à quelques heures d'avion seulement d'ici en Ukraine nous rappellent aussi que la liberté a un prix, et que ce prix-là, finalement, il est parfois très très élevé, et que rien n'est acquis dans ce domaine. Donc voilà, pour moi Philippe Lançon en tout cas c'est vraiment une présence extrêmement importante de ce festival. Ensuite, au niveau du concert, j'ai décidé d'ouvrir avec le concert hors classique de cette année, puisque chaque année j'essaye de faire venir des artistes qui dépassent le cadre de la musique classique. C'était le cas avec Noah l'année dernière, à Montus aussi d'ailleurs. Et cette année ce sera Richard Galliano,
qui est un très très grand accordéoniste, qui est d'ailleurs peut-être l'accordéoniste qui a donné ses lettres de noblesse dans le milieu, disons, classique aussi, à son instrument. Et il va venir en trio pour un hommage à Astor Piazzolla, qui est là aussi un très très grand compositeur de tango. Et j'oserais dire que c'est peut-être le seul compositeur de tango qui soit admis sur des scènes de musique classique dans le monde entier, en fait. Parce que c'était un très très grand compositeur. Et puis je vous rappelle qu'on a un festival de tango à Tarbes, donc au mois d'août, donc ça avait aussi ça avait du sens. Et puis ensuite il y aura un dîner dans les Chais. Donc là, l'année dernière, on n'avait pas pu le faire dans les Chais à cause du Covid, mais cette année, normalement, il aura lieu dans les Chais, à Château-Montus. Et ça, c'est toujours un moment aussi qui est très apprécié des festivaliers. Ensuite, on aura donc une deuxième date, le 1er juillet, à l'abbaye de l'Escaladieu, qui est un lieu que j'affectionne particulièrement. Et justement, dans le cadre de notre partenariat, la conférence d'avant-concert à l'Escaladieu, ce sera une conférence de Patrick Dupouet, que certains, j'imagine, d'entre vous connaissent, qui est un ami et qui est quelqu'un de formidablement intéressant, de passionnant. Et il m'a suggéré ce thème dont il aura, j'imagine, beaucoup de mal à faire le tour en 40 minutes, mais c'est lui qui l'a choisi. Y a-t-il une vérité de la musique? Bon. Et ensuite, donc, je me suis accordé une carte blanche, c'est-à-dire tout simplement un moment de liberté au cours duquel j'invite deux formidables musiciens qui sont Benjamin Appel, un baryton allemand, et Edgar Moreau, un violoncelliste, qui est un violoncelliste français remarquable également. Et là, on aura un programme fait d'œuvres que j'aime plus que tout, en fait. Donc c'est vraiment un moment de plaisir que je me suis offert avec des amis, avec des musiciens qui sont évidemment déjà reconnus fortement sur les scènes du monde entier. Ensuite, on aura un dîner encore, évidemment, Jardin et Saveur, que vous connaissez aussi, j'imagine. Alors ensuite, il y a un projet très inhabituel, parce que cette année, à l'Offrande musicale, j'ai voulu un peu innover aussi, j'avoue. Et donc, on a un projet qui sera doublé, parce qu'il est tellement exceptionnel et je dois dire tellement lourd aussi, que de faire qu'une seule date, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens. Il aura lieu à la Halle Marcadieu. En préambule, il y aura une conférence sur les musiques d'apparat, les musiques de cour, et vous allez comprendre pourquoi, puisque cette soirée est dédiée à la Water Music de Handel. La Water Music, c'est une œuvre emblématique de Handel qui a été écrite pour le roi Georges Ier, si ma mémoire est bonne, et c'était une musique qui était destinée à être jouée sur la Tamise, en fait, pour le cortège naval du roi. Et Handel, qui était évidemment compositeur de cour aussi, a écrit cette musique qui est peut-être une des plus célèbres, une des plus populaires du répertoire baroque. Et mon idée, ça a été de me dire, mais bon, ce thème de l'eau, pourquoi ne pas demander à un ami vidéaste qui a fait déjà des installations aux États-Unis, à Paris, etc., et qui est tout à fait remarquable, qui s'appelle Antoine Wagner. J'ai demandé à Antoine, est-ce que tu serais intéressé de faire une installation vidéo immersive, en fait, autour du thème de l'eau? Et quelle serait tout simplement ton idée par rapport à ça? Alors, il était très excité par le projet, et je signale qu'en plus c'est Antoine Wagner, il s'appelle Wagner parce qu'il est un descendant en ligne directe de Richard Wagner et de Franz Liszt. Vous voyez qu'il a aussi un rapport à la musique dans ses veines qui est très, très important. Et il m'a dit, tiens, j'aurais envie de faire une pérégrination sur un fleuve imaginaire qui irait de la Tamise, donc, à Londres, pour se rendre en Italie aussi, où Handel aussi avait des attaches, et puis d'arriver sur l'Adour. Vous voyez que c'est vraiment un fleuve imaginaire. Mais tous ces cours d'eau doivent communiquer d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Ah bah ils viennent forcément. Et donc c'était l'idée de ce fleuve imaginaire qui est déjà présent dans la Divine Comédie de Dante, en fait. Et puis il y a aussi une partie quelque part d'éveil à la nature, au rôle central de l'eau tout simplement dans l'écosystème. Et c'est pour ça aussi qu'on va offrir un certain nombre de places à des élèves, à des jeunes, pour qu'ils puissent venir aussi. Si vous voulez, c'est un projet intéressant parce que c'est un projet à la fois artistique, donc visuel, musical, mais c'est aussi un projet responsable, écologique, qui peut être. En fait, c'est un projet qui peut être regardé de bien des manières. Et la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, c'est que
pour interpréter la water music à l'Almarcadieu, on a Emmanuel Haïm avec le concert d'Astrée. Donc Emmanuel Haïm et le concert d'Astrée, il faut savoir que c'est une chef et un ensemble baroque parmi les plus importants au monde. Il faut savoir qu'Emmanuel Haïm, je pense qu'elle a été la première femme chef à diriger l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Et elle les dirige d'ailleurs régulièrement encore. Et donc cet ensemble concert d'Astrée est un ensemble magnifique, et donc de pouvoir avoir, je ne veux pas trop vous dévoiler, mais enfin donc il y aura 3 écrans géants, pas forcément sous cette forme que vous voyez là, d'ailleurs ça a un peu changé, mais vous verrez qu'il y aura 3 écrans géants autour de l'orchestre et du public, et qui vont diffuser ces images en même temps que la musique, les 3 suites de la water music donc. Et ça, je pense vraiment que ça va être un projet un peu unique, parce que c'est un projet qui a aussi à voir avec l'art contemporain quelque part. Antoine Wagner, il a fait une installation il n'y a pas très longtemps dans un musée à Miami aussi qui était remarquable, ou encore plus récemment à Paris dans l'hôtel des Archives, dans le Marais. Et il est tout à fait habitué à ce genre d'installation liée à la musique et liée aussi à un bâtiment. Et c'est vrai que moi j'adore la Almarcadieu, c'est un bâtiment que je ne regardais pas trop quand j'étais enfant. Et on l'a redécouvert l'année dernière en faisant des concerts là-bas. C'est un endroit magique et qui a une atmosphère très 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 spéciale. Et pour faire un concert comme celui-là, ça va être magnifique. Après, il y aura un dîner gastronomique asiatique, parce que finalement, on aura beaucoup voyagé, donc pourquoi pas voyager aussi avec la gastronomie. Ce projet, il est répété le 3 juillet, donc en matinée, je le précise, à 11h du matin. Donc là, quand vous avez un projet comme ça en matinée, vous n'avez ni conférence, ni dîner, évidemment, mais vous avez simplement le spectacle, et je pense que c'est peut-être sur cette date-là que les enfants seront le plus présents. C'est un dimanche. Ensuite, on sera très heureux de retrouver à la salle Padre Pio à Lourdes nos résidents, que sont Renaud Capuçon, violoniste, et l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, qui vont joindre leurs forces autour d'un programme Bach et Mozart, avec un altiste aussi, Paul Zientara, qui est soutenu par Renaud. Et Renaud va jouer 2 concertos de Bach. Vous savez que l'offrande musicale, c'est un titre d'une œuvre majeure de Jean-Sébastien Bach, donc la future de Bach est importante pour moi, mais aussi au sein du festival. Et je fais un petit focus sur la symphonie concertante de Mozart, qui est une des plus belles œuvres de Mozart, pour violon, alto soliste et orchestre, et que Renaud va diriger du violon d'ailleurs, puisque Renaud dirige depuis quelque temps. Et ça, c'est une œuvre vraiment, c'est un chef-d'œuvre vraiment de l'histoire de la musique, la symphonie concertante. Il y a un mouvement lent que certains peut-être connaissent ici, mais qui est une des plus belles choses jamais écrites. Donc là, c'est un programme avec des grands classiques du répertoire germanique, et puis de grands artistes auxquels vous êtes déjà un peu habitués, mais on ne s'habitue jamais assez à ces gens-là. Ensuite, un dîner gastronomique au restaurant Le Parc à Lourdes. Ensuite, à vrai dire, je vous fais une petite confidence. Le 5 juillet, il y avait des cours publics qui étaient prévus, parce que je trouve que c'est très intéressant pour le public d'avoir accès à un peu aux coulisses d'une interprétation musicale, juste de comprendre ce que c'est mon travail, le travail de tous mes collègues et amis qui viennent. C'était aussi une de mes volontés à l'offrande musicale de ne pas faire de ce festival, encore une fois, juste un robinet de tickets de concert, mais vraiment de donner accès au public à tout ce processus créatif. Et cette année, comme j'avais déjà pas mal de travail, je ne pensais pas forcément faire moi-même de nouveau les cours publics. Et puis finalement, les choses ont fait que ce sera encore moi qui vais m'y coller. Donc c'est à la chapelle de Piétat, et donc c'est 2h le matin et 3h l'après-midi, je pense. Et l'année dernière, ils ont été très... c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus, en fait. Oui. Parce que c'est vrai que je pense que c'est intéressant, déjà de découvrir de jeunes musiciens, parce que, évidemment, ce sont des étudiants qui viennent, ils étaient venus de Suisse, de pas mal de pays étrangers aussi, en fait, d'Espagne, je me souviens. Et donc, d'ailleurs, ces cours vont être mis en ligne, certains de ces cours vont être mis en ligne bientôt. Voilà, donc ça c'est aussi un aspect intéressant, je crois, de l'offrande, de pouvoir ouvrir le rideau qui sépare le public des artistes. C'est passionnant. Voilà. C'est passionnant. Ensuite, donc toujours le 5 juillet, le soir par contre, toujours dans le cadre de l'UTL, là, il y a une conférence par quelqu'un qui a été très apprécié, je crois, l'année dernière, qui est Thibaut de Rouvray, qui est conservateur des antiquités
ici dans les Hautes-Pyrénées, des objets d'art, et il va nous faire une conférence justement sur le lieu, c'est-à-dire l'abbatiale de Saint-Savin. Moi j'adore Saint-Savin, le village de Saint-Savin, et cette abbatiale qui est vraiment un lieu magique, et qui, je vous le rappelle aussi, et peut-être même du monde. Très bon. Je pense que c'est un orgue du XVe siècle. Alors le clavier, il est grand comme ça, il est tout petit. Et c'est un très très bel instrument avec des espèces de gargotes qui ouvrent la bouche quand vous jouez. Bon bref, en tout cas, on a deux jeunes stars de la scène baroque là qui vont venir pour jouer un répertoire et français et anglais et italien, donc voilà, européen. Donc Théotime Langlois de Svart qui a été nommé 2 fois cette année Victor de la musique, et Justin Taylor qui est un claveciniste également remarquable. Et Théotime il a commencé sa carrière avec William Christie, Les Arts Florissants, et c'est un musicien absolument formidable. Et je pense que dans ce cadre-là, parce que c'est aussi le but de l'offre musicale, de mélanger à la fois vraiment un écrin qui soit vraiment adapté au répertoire que l'on joue, et avec ces musiciens-là, ça risque d'être aussi un moment, je pense, vraiment magique. Et ensuite, en plus, on a un bon restaurant à côté, le Viscos, donc ça ne gâchera rien. Tant pis. Ensuite, deuxième gros projet de l'offre musicale cette année. C'est encore la Marcadieu à Tarbes. Et là, c'est un projet aussi un peu inhabituel pour nous. Ça se casse la figure, ça. C'est, je fais venir une compagnie entière de ballets, mais pas n'importe laquelle. C'est le ballet de Hambourg, et avec son chorégraphe qui s'appelle John Neumeyer. John Neumeyer, c'est vraiment dans l'histoire du ballet au XXe siècle, et même au XXIe siècle évidemment aussi, c'est un nom incontournable. Certains d'entre vous peut-être qui aiment un peu la danse connaissent la Dame aux Camélias ou Nijinsky. Ce sont des ballets qui ont vraiment fait date, et énormément de ballets de John Neumeyer font partie du répertoire de toutes les grandes compagnies d'opéra dans le monde, vraiment. Et alors ça, c'est un projet qui m'est un peu tombé dessus parce que il y a quelques années, j'ai été contacté par John Neumeyer au moment du premier confinement pour faire un projet avec lui. Il avait créé une chorégraphie, Ghostlight, Lumière Fantôme, qui s'inspirait en fait, qui était d'ailleurs évidemment contrainte par les règles de distanciation que le gouvernement allemand à l'époque, et puis un peu partout dans le monde évidemment, avait imposé. C'est-à-dire qu'il avait quand même, je sais pas, 60 ou 70 danseurs et danseuses qui étaient à la maison à rien faire, qui ne pouvaient pas travailler, qui ne pouvaient pas se rencontrer, etc. Et John a dit, je ne peux pas laisser ma compagnie dans cet état-là. Et il écoutait les disques que j'avais fait de Schubert. Bon, je ne savais pas qu'il connaissait mon travail, j'étais honoré de le savoir, et puis il m'a demandé si je pouvais ensuite tout simplement jouer sur scène pendant que les danseurs faisaient cette chorégraphie-là. Bon, inutile de vous dire que ça m'intéressait, parce que quitte à faire une chose avec un ballet, John Neumeyer, c'était quand même une porte d'entrée. C'était difficile de faire beaucoup mieux, disons. Et ce ballet qui s'appelle Ghostlight, je vous explique un peu rapidement pourquoi il s'appelle Ghostlight. John est américain. Et aux États-Unis, j'ai été témoin moi-même quand je fais des concerts parfois aux États-Unis, que je travaille le soir sur scène, tout le monde est parti. Vous avez une tige en métal avec une ampoule. Bien sûr. C'est un drôle de truc, hein. C'est vraiment très simple. Hein. C'est vraiment une tige en métal avec une ampoule, un pied. Et cette lumière, cette lampe brûle toute la nuit. Ouais. Alors là où on économise l'énergie, ça peut paraître un peu, peut-être pas très recommandable ou autre, mais aux États-Unis ils font ça, ils appellent ça Ghostlight. Il y en a même à la Comédie Française. Même à la Comédie Française, tu me l'apprends. Il y en a même. Ouais. Et donc cette lumière-là, Ghostlight, la lumière fantôme ou pour les fantômes, elle est censée éclairer les interprètes du passé qui se sont produits sur ces scènes. Et c'est une lumière qui est une sorte de témoin et d'accompagnement du passé de ces endroits en général prestigieux. Et donc vous verrez que la scène est assez dénudée, hein, mais vous verrez qu'il y a cette lumière au milieu. Et moi je pense que je suis très fier de participer à ce projet personnellement aussi, parce que je pense que ce ballet est un chef-d'œuvre. Mais vraiment, je pèse mes mots, il a été filmé et retransmis par Arte il y a quelques mois. Il y a un DVD chez Euroarts qui est sorti et qui a gagné un certain nombre de prix internationaux. Ce ballet Ghostlight a été primé ballet de l'année par 30 journalistes internationaux spécialisés dans la danse. Et il y a eu aussi le prix Opus Classique en Allemagne du projet innovant de l'année.
Donc moi c'est un projet très très lourd honnêtement, c'était difficile d'amener ça à terme pour dire la vérité. C'était vraiment compliqué, mais l'amitié que nous avons avec John depuis 2 ans et ma volonté chevillée au corps de pouvoir vous présenter ce projet-là ont finalement eu raison de tous les obstacles possibles et imaginables. Donc quitte à faire venir John Neumeyer et le ballet de Hambourg, on n'allait pas faire une représentation et puis les renvoyer chez eux. On va faire, alors là l'horaire n'est pas le bon d'ailleurs, je vois sur le papier que j'ai, c'est à 17h30 le 7 juillet. Bon, il n'y a pas l'horaire, donc c'est 17h30 le 7 juillet. Une chose qui en général a beaucoup de succès, c'est un atelier masterclass de John Neumeyer. C'est-à-dire que vous allez voir pendant une demi-heure tous les ballets de la compagnie de Hambourg Ballet, en fait, sur scène, à la barre, en train de se chauffer. Vous allez pouvoir voir là aussi un peu les coulisses, que d'habitude vous ne voyez jamais. Vous allez les voir avec leur pianiste d'ailleurs, faire leurs exercices et leur échauffement. Alors, inutile de vous dire que pour tous les petits danseurs et petites danseuses, c'est un moment évidemment qu'ils adorent. Et puis ensuite, au bout d'une demi-heure, John viendra sur scène, avec moi d'ailleurs, et puis il va commencer à nous expliquer comment il travaille avec sa compagnie. C'est 40 ans qu'il la dirige quand même. Et il va nous expliquer comment a été créée et pensée cette chorégraphie. Il faut savoir par exemple que Ghostlight, tous les pas de deux, c'est-à-dire les duos entre 2 danseurs qu'il y a dans le Ghostlight, ne pouvaient être faits que par des gens qui étaient en couple dans la vraie vie, par exemple. C'est-à-dire que, alors il y a des couples homosexuels, hétérosexuels, peu importe, mais enfin, ce sont des couples, et ce sont des gens donc, qui étaient autorisés à danser ensemble, à avoir un contact entre eux, et sinon c'était pas possible de faire des pas de deux, quoi, tout simplement. Et donc, il va nous expliquer un peu tout ça, il va aussi nous expliquer à quel point Ghostlight, c'est une sorte de résumé de son parcours artistique, puisqu'il y a pas mal de citations de la Dame aux Camélias. Vous verrez, ça commence avec une citation de la Dame aux Camélias. Il y a des citations du ballet Nijinsky aussi, il y a des citations de Casse-Noisette aussi. Bon voilà, et donc ça sera intéressant, je crois, enfin, j'espère, de voir un peu comment un très 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 grand chorégraphe peut tout simplement concevoir un nouveau ballet à partir d'œuvres de Schubert qui quand même à la base n'étaient pas faites pour être dansées, et j'étais le premier à avoir quelques craintes au tout début en me disant mais la musique de Schubert n'a pas besoin de mouvement, et en fait quand vous avez quelqu'un comme John, les choses deviennent évidentes. Vous avez l'impression que le mouvement est l'émanation de la musique. Donc après on aura 2 représentations de Ghostlight. J'attire votre attention sur le fait que Ghostlight c'est un projet un peu particulier, il n'y aura que des places en gradin, évidemment pour les fauteuils roulants et nos chères personnes en situation de handicap, il y aura des places un peu particulières, mais globalement ce ne seront que des places en gradin, puisque les danseurs auront leur scène à même le sol en fait, et John voulait que la visibilité soit maximale. Donc du coup, il n'y a que 600 places, c'est pas beaucoup sur la marque Adieu à chaque représentation. C'est pour ça aussi qu'on l'a doublé, donc ça aura lieu le 8 et le 9 en soirée. Voilà. Et le 8 au soir, on aura un dîner au château de la Louvière, en partenariat avec le Rotary, tout comme le dîner du 2. Et là, c'est un restaurant que vous connaissez sûrement qui s'appelle le Sandicala à Galan, qui est un restaurant magnifique, avec un chef australien. Voilà. Voilà pour ce gros projet de Ghostlight de John Neumeyer. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir supplémentaire le 10 juillet dans mon village, à la chapelle de Piétat à Barbazan-de-Batte, où j'ai invité 3 amis pour un concert de musique de chambre. Alors, la chapelle de Piétat, là aussi, il n'y aura pas beaucoup de place, hein, c'est 200 places, mais c'était important pour moi de pouvoir faire un concert dans cette chapelle, dans laquelle, pour la petite histoire, j'ai enregistré mon dernier disque d'ailleurs, vous voyez, et qui est un lieu que j'affectionne beaucoup, avec une acoustique assez belle. Et donc, j'avais une amie chanteuse qui devait venir, et puis elle a eu un problème de planning, alors j'étais très embêté, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et en fait, grâce à notre attaché de presse Anne Gubian, j'ai pu contacter une jeune chanteuse qui s'appelle Eugénie Jonot, qui vient de gagner la victoire de la musique de la révélation lyrique de l'année, il y a quelques jours à peine en fait. Et donc je suis très heureux de pouvoir l'accueillir. Et puis ensuite il y a deux amis très chers, Adrien Lamarca qui est un des altistes les plus importants en Europe, et puis Paul Meyer qui est un clarinettiste très très célèbre aussi, et qui écume les scènes internationales depuis très longtemps. Donc là aussi vous connaissez peut-être mon tropisme un peu germanique, ce seront de grands chefs-d'œuvre du répertoire allemand qui seront joués à 17h.
C'est un dimanche, le 10 juillet. Il y a une conférence? Il n'y a pas de conférence là, parce que c'est un concert du dimanche, donc il n'y a pas de dîner, il n'y a pas de conférence. C'est juste un concert. Ensuite, on va terminer avec un concert très important, le 11 juillet, avec un chef d'orchestre, Riccardo Muti. Bon, que vous dire sur Riccardo Muti, je ne veux pas lui faire insulte à devoir le présenter, parce que je pense que de tous les chefs d'orchestre qui sont en activité aujourd'hui, il est peut-être le plus célèbre dans le monde. Il est le chef d'orchestre qui a le plus souvent dirigé le concert du Nouvel An à Vienne, que vous regardez la télévision, j'imagine, tous les 1er janvier. Et bon, il se trouve qu'en plus c'est mon beau-père et que forcément j'ai pu le convaincre peut-être un peu plus facilement de venir dans les Hautes-Pyrénées, ce qu'il n'avait jamais fait. Quand il vient à Paris, déjà c'est assez rare et les salles sont bondées, donc là de l'avoir à Lourdes, au sanctuaire, c'est quand même assez unique. Il va venir avec un orchestre auquel il tient beaucoup, qu'il a créé en 2005, qui s'appelle l'orchestre Cherubini. Cherubini était un grand compositeur italien de l'époque plus ou moins de Beethoven, et il a créé cet orchestre en 2005 pour simplement aider les jeunes musiciens italiens qui l'auditionnent, et donc l'orchestre a un très très beau niveau. Mais depuis qu'il y a eu la crise du Covid, je trouve personnellement que cette initiative est encore plus importante. Parce qu'il faut quand même savoir que bon, nous, qui avons déjà un parcours musical qui a commencé il y a pas mal d'années, on a été un peu moins impactés, même si on l'a été aussi beaucoup. Mais imaginez-vous quelqu'un qui commence sa carrière en 2020. C'est absolument tragique. Hein. Je veux dire, alors, évidemment, là, en ce moment, les tragédies, on sait qu'elles se passent aussi voilà, à 3 heures de vol d'ici. Mais enfin, je peux vous dire que pour le milieu artistique et pour le musical, et pour les jeunes, ça a été un moment, et c'est toujours des moments très compliqués, très 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 compliqués. Donc il vient avec son orchestre Cherubini, avec 2 chœurs aussi, le chœur Cherubini et le chœur de Crémone, et avec un répertoire forcément qui sera un répertoire sur cette esplanade somptueuse de la basilique du Rosaire à Lourdes, un répertoire de musique sacrée. Hein. Donc on va avoir le Magnificat de Vivaldi. On va avoir, ça je voudrais en parler aussi un peu, le concerto pour corps et orchestre en ré majeur de Mozart. Alors, qui est le corniste qu'on a invité cette année pour jouer ce concerto pour corps? C'est un corniste allemand qui s'appelle Felix Klieser. C'est un corniste très connu. Alors il est très connu d'une part parce qu'il joue formidablement bien, donc il a déjà une très très belle carrière internationale, mais il est aussi connu, il faut quand même le dire, parce que Félix est né sans bras. Alors je vois votre visage, oui, moi aussi au départ je n'ai pas très bien compris comment tout ça pouvait être possible. Il est né sans bras, mais et l'offrande musicale en est convaincu plus que tout autre, mais il s'est dit que c'était pas une barrière absolument impossible à franchir pour lui. Et avec son père, je crois, il a inventé un système, le corps est posé sur une sorte de trépied, et il joue avec ses pieds en fait. Il joue avec ses pieds, alors ça peut paraître comme ça une chose un peu surréaliste, mais je peux vous dire que quand vous le verrez, vous allez prendre une leçon qui va vous, je pense, vous remettre en place, si j'ose dire, d'une manière assez forte. Donc Félix joue du corps et il est né sans bras. Donc nous, à l'offrande musicale, on l'a invité d'une part parce que c'est un remarquable musicien évidemment, mais pour le concert de clôture avec Riccardo Muti, d'avoir un musicien qui a pu dépasser des obstacles qui semblaient absolument insurmontables quand même, il faut le dire. Bon voilà. Pour nous, c'est un symbole très très fort et c'est très important pour nous de l'accueillir avec un immense chef et de lui donner cette place-là parce que voilà, la préoccupation pour le handicap à l'offrande musicale, c'est pas juste une posture. Hein. Vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est vraiment absolument constitutif de notre événement. Ensuite, il y aura 2 pièces de Verdi, 2 pièces sacrées, le Stabat Mater et le Te Deum. Puis on va terminer avec l'Ave Verum de Mozart. Il y a quelques surprises, je ne peux pas trop vous en dire sur ce concert-là, hélas, parce qu'on va faire normalement une conférence de presse aussi dédiée à cet événement, qui évidemment, vous l'imaginez bien pour le Hautes-Pyrénées, qui est un événement très important.
Et voilà, il y aura un dîner gastronomique au Belfry, mais je crois qu'il y a déjà plus de place. Bon, enfin bref. Et surtout, une autre chose très importante, avant le concert de Riccardo Muti, il y aura une rencontre avec Dominique Farrugia. Dominique Farrugia, là on passe à un univers qui paraît quand même bien différent. Mais il faut savoir que Dominique Farrugia est un passionné de musique classique. Je l'ignorais avant de lire son livre qui est sorti il y a quelques mois. Et Dominique Farrugia est hélas aussi concerné par notre cause, puisqu'il est atteint depuis bien des années par la sclérose en plaques. Il a écrit un livre qui s'appelle Elle ne m'a jamais quitté, qui parle donc de cette maladie et de son parcours professionnel à travers le filtre de cette maladie. Vous voyez qu'à l'Offrande musicale, on a des gens qui ont des difficultés absolument énormes dans leur corps, tout simplement, et qui ont réussi à devenir de grands artistes, tout simplement. Donc ça aussi, c'est je pense, une leçon d'espoir, d'optimisme, puisque nous, on ne veut absolument pas que le thème du handicap qui est porté par l'Offrande musicale soit un thème pesant ou qui puisse donner aux gens l'impression d'un horizon bouché, bien au contraire. On est convaincu vraiment que beaucoup de choses sont possibles. Et donc Dominique va venir parler de son livre, venir parler de la musique, de son handicap, du rôle de la musique aussi, je crois lui aussi, comme Philippe Lançon, dans sa vie. Je crois que effectivement la musique est peut-être l'art qui ne connaît pas de frontières et de barrières. Vous savez, on a eu beaucoup d'enfants ou d'adultes en situation de handicap cognitif, et je peux vous dire que eux n'ont absolument pas les a priori que nous, parfois, pouvons avoir sur le fait que cette musique, soi-disant, j'en suis évidemment le premier convaincu que c'est faux, mais est un peu élitiste, compliqué ou que sais-je, ces gens-là, ils ont reçu la musique en plein visage. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup de paroles pour comprendre à quel point cette expérience pour eux a été importante. On a eu aussi des retours des différents établissements de santé qui étaient très touchants. Et moi, ce qui m'a fait très plaisir aussi, c'est que certaines personnes à l'Offrande musicale l'année dernière sont venues aux répétitions générales ouvertes. Comme vous le savez, sûrement, les répétitions générales sont ouvertes pour des personnes qui ont un handicap qui ne leur permet pas de venir pendant 2 heures à un concert. Et il y a un certain nombre de gens dans cette situation. Et on a eu quelques cas, en tout cas, un certain nombre de gens qui sont venus à la répétition générale ouverte et qui ont tellement surpris positivement leurs accompagnateurs que finalement ils sont venus au concert le soir même. Ils sont venus et à la répétition et au concert. Et parfois même ils ont bénéficié des captations parce qu'il y a eu des concerts captés qui ont été retransmis dans les établissements. Donc nous à l'Offrande, on a vraiment essayé de penser non seulement aux gens qui peuvent venir au concert, ensuite aux gens qui ne peuvent pas venir au concert mais qui peuvent venir 10, 20 minutes, 30 minutes à une répétition générale ouverte, et puis ensuite aux gens qui ne peuvent absolument pas se déplacer, pour lesquels il y a l'année dernière un concert, cette année 2 concerts qui seront filmés et retransmis dans les établissements de santé. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, et s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. Merci. Oui, alors d'abord, est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Est-ce qu'il y a des choses qui... Ah bah tiens, ça c'est super. Bonne idée. Hein. Il a commencé pile. Mais pile. Hein. Oui. Non, mais c'est que je parle dans le micro. Oui, mais... Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Non, pas de questions? Bon, alors... Oui, oui. Je voudrais savoir quel a été un peu l'accueil de l'école de musique, des festivals existants déjà ici. Enfin, j'espère que ce sont des relais importants. Je ne sais pas. Sans malice. Écoutez, effectivement, au niveau par exemple du festival Piano Pic, les cours publics que je vais donner ont déjà été faits en partenariat avec eux l'année dernière et seront refaits en partenariat avec eux cette année. Nous, en tout cas, de notre côté, on a tout à fait envie que les deux dynamiques puissent, comment dirais-je, fonctionner ensemble et se compléter, effectivement, parce que, disons la vérité, si on commence à être un peu, à se regarder en chien de faïence, alors qu'on a un territoire qui n'est pas extrêmement achalandé, je trouve ça dommage. Donc voilà, ce sont des choses qui sont en cours. Après, au niveau de l'école de musique, je pense qu'on va essayer de communiquer peut-être plus que l'année dernière, effectivement, sur l'événement. Il faut que je vois Alain Perpétue, mais qui s'en va à la retraite, hélas, cette année. Et ce que je peux dire, en tout cas, c'est que aussi bien au niveau des collectivités qu'au niveau des forces vives, disons, comme on dit, du territoire, les voyants sont ouverts et je pense que
l'accueil aussi qui nous a été fait l'année dernière a permis aussi de comprendre qu'on n'était pas une concurrence pour quiconque, mais qu'on ajoutait simplement une offre nouvelle et singulière à notre département. Voilà. Je me demande comment vous allez, vu le niveau de ce que vous nous présentez là, comment vous allez pouvoir continuer. Enfin, qu'est-ce que vous Alors ça, effectivement, je ne devrais pas vous le dire, mais c'est vrai que pour l'année prochaine, j'ai un peu peur. Écoutez, déjà, je vais voir, ça va être intéressant de voir si une programmation aussi exceptionnelle, et je m'inclus pas moi là-dedans, mais par rapport aux artistes qu'on fait venir et à ce type de projet, encore une fois, un peu particulier, voilà, de voir comment le public, aussi bien aux Pyrénéens, mais aussi au-delà, au niveau du Sud-Ouest, et peut-être même d'ailleurs au niveau français et international, comment ça va réagir. Après, il ne faut pas se faire d'illusions, ça n'est qu'un deuxième festival, donc on n'a pas encore une notoriété, etc. Mais on a choisi, dès la deuxième édition, effectivement, de frapper un peu fort, parce qu'il y avait des possibilités de le faire, et qu'on est soutenu, il faut aussi le dire, par notre présidente d'honneur, qui nous soutient financièrement, hein, vraiment. D'une manière majeure, et puis on a comme les collectivités aussi qui nous aident beaucoup, et voilà, donc c'était possible de le faire, et je pense que voilà, pourquoi attendre? Il fallait pas attendre, il fallait saisir l'opportunité, et j'espère que le public ici la saisira. Je crois qu'au niveau de la communication, il va y avoir une communication un peu plus au plan national que ça ne l'a été l'année dernière, je pense. Oui, alors on va effectivement communiquer. Alors cette année, la radio partenaire de l'offrande musicale, c'est France Musique, donc c'est Radio France. Donc on va forcément avoir une couverture qui va être assez large sur France Musique, mais on va aussi travailler avec Radio Classique. On est partenaire aussi avec le Figaro. Donc c'est vrai que pour notre département, je pense que c'est aussi important d'avoir des médias vraiment nationaux pour relayer cet événement-là. Je tiens aussi à remercier tous les élus qui vraiment sont bien au-delà de toutes les étiquettes partisanes, vraiment sont tous mis vraiment à nos côtés. Et ça, pour moi, c'était pas acquis d'avance, et j'ai été agréablement surpris par ça. Donc ça, c'est formidable. Je voulais aussi dire qu'au niveau du département, évidemment la ville de Tarbes, mais aussi au niveau du département, il y a un travail remarquable qui a été fait pour justement permettre à des gens qui auraient envie, peut-être que vous en connaissez d'ailleurs, mais qui auraient envie de passer plusieurs jours pendant l'offrande musicale dans les Hautes-Pyrénées, de le faire avec des idées de séjour. Par exemple, il y a une brochure qui va être éditée là, à 500 000 exemplaires, dans laquelle il y aura une double page sur l'offrande musicale avec des idées de séjour liées au concert, etc. Donc l'idée aussi, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle identité qui se rajoute aux précédentes, évidemment, pour notre territoire, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau solidaire, etc. Et Isabelle Pellieu, donc c'est elle en particulier qui a fait ces idées de séjour. Elle a vraiment fait un travail remarquable. On est allé à Paris faire une conférence de presse pour présenter l'offrande musicale, pas auprès de journalistes spécialisés dans la culture, mais spécialisés dans le tourisme, justement. Donc pour moi, c'était assez nouveau, parce que je parlais à des gens qui ne savaient pas qui j'étais. et donc voilà, c'était très intéressant. Et je pense qu'il y aura aussi des articles qui vont dépasser le simple cadre culturel, mais aussi je pense qu'on est tous convaincus que notre territoire a des atouts en main qui ne sont peut-être pas exploités à 100%. Voilà, donc vous inquiétez pas, ça ne va pas devenir Saint-Tropez demain, les Pyrénées. mais bon. Non, mais on voit comment a commencé Marciac, notre style de musique, bien sûr, et ce qu'il est devenu. Oui, et Marciac, c'est pas la Haute-Pyrénées, c'est quelque part beaucoup plus petit. Et le Gers, sans vouloir faire offense à nos amis gersois qu'on aime beaucoup, et un territoire qui est magnifique, mais le Gers n'a pas forcément les infrastructures dont on dispose nous. On a quand même 2 aéroports importants, une gare SNCF, tout ça. Tout ça fait qu'à mon avis, il y a un potentiel de développement pendant les années, pour les années qui viennent, qui peut être important en tout cas, je crois. Mais d'abord et avant tout, c'est un événement qui nous concerne nous, les Hauts-Pyrénéens, et voilà, il ne faut pas qu'on boude notre plaisir. C'est grâce à vous. On fait ce qu'on peut. Mais on peut passer. Alors, au partenariat. Oui. Au partenariat. Donc, vous avez déjà reçu 2 newsletters avec ce bandeau-là, qui je trouve un peu sombre, mais bon, j'ai pas réussi à... On est parti d'une image très sombre et c'était difficile, je ne sais pas si je pourrais faire mieux.
En tout cas, donc dès que ce sera nécessaire et dès que David ou son association nous le demandera, je vous ferai parvenir des informations pour vous tenir au courant de l'actualité et peut-être, on ne sait jamais s'il peut y avoir des changements, des informations complémentaires. J'ai peut-être oublié le principal. Déjà la conférence de presse au département, je l'ai oublié, donc j'ai oublié de dire que les billets sont déjà en vente en fait. Oui, c'est ce qu'on va voir. Ouais, donc il y a peu de gens le savent parce que les articles de presse ne sont pas vraiment trop sortis. Mais effectivement, on a ouvert la billetterie cette année beaucoup plus tôt. Je sais que, vu les circonstances, bon, beaucoup de gens ne se projettent pas encore à 3 mois en avance. Donc voilà, mais en tout cas, sachez qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont pris leur place, fort heureusement, et que la billetterie est ouverte. Donc aussi bien sur le site de l'offrandemusicale.fr, sur Festic, sur les 2 offices du tourisme de Tarbes et de Lourdes. Et puis cette année, vu qu'on a quand même des volumes plus importants et des spectacles qui sont, vous l'avez compris, quand même assez uniques, on va avoir aussi une billetterie sur la FNAC et sur Ticketmaster, je crois que ça s'appelle. Voilà. En ligne En ligne, voilà, exactement. Mais pour ceux qui veulent faire des chèques, ils peuvent aller à l'office du tourisme. Oui, voilà, c'est ça. Je peux ajouter que votre conférence sera retransmise sur la chaîne de l'UTL, qui, avec un lien pour Festic par exemple, avec la billetterie. J'imagine. Et donc, j'ai rajouté, cette page, c'est celle que vous trouverez sur le site de l'offrande musicale, et j'y ai rajouté l'adresse du site, justement, en gros, pour que vous puissiez vous y référer. Vous verrez que c'est un site qui est extrêmement riche, qui vous dit ce qui va se passer, mais qui vous dit aussi ce qui s'est passé l'année précédente, et qui a énormément d'informations extrêmement intéressantes et très agréable à consulter. Oui, c'est vrai qu'il est bien fait. Il est très bien fait. Voilà. Voilà. Peut-être qu'on peut préciser, on l'a dit tout à l'heure, que les conditions particulières de consenti aux adhérents, c'est que vous pouvez assister gratuitement aux conférences dans la mesure où vous êtes dans les 20 premiers qui vous inscrivez à un concert avec conférence. Et puis, sinon, vous savez que la conférence... Oui. Excuse-moi, je ne voulais pas te coûter. Oui, juste pour parler, je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais je voulais quand même préciser une chose. C'est que nous, à l'offrande musicale, dès l'année dernière, on a mis en place un tarif unique qui était de 30 €. Qui, franchement, vu les spectacles qu'on propose, c'est vraiment... on est archi déficitaire, faut le savoir, c'est impossible. En plus, quand John Neumeyer ne force à faire que 600 places à Gradin, je peux vous dire que c'est compliqué. Mais, donc, nous, on avait une politique tarifaire qui était vraiment de privilégier ou la gratuité pour 20%, donc c'est énorme, parce que si cette année, on a, je sais pas, cette année, on peut donner pratiquement 2000 places à des personnes en situation de handicap. Il y aura sûrement aussi des pèlerins sur le concert de Ricardo Muti, des gens qui sont malades, évidemment, qui vont pouvoir en bénéficier. Et sur l'esplanade du sanctuaire, on peut accueillir plusieurs milliers de personnes potentiellement. Mais en tout cas, voilà, on a décidé de faire des tarifs qui sont vraiment bas. Après, ils ne sont jamais suffisamment bas pour les gens, effectivement, qui sont dans la difficulté, mais globalement, ce sont des tarifs qui sont quand même vraiment raisonnables. Je tiens aussi à dire que, parce que c'est arrivé l'année dernière, les personnes qui peuvent nous contacter directement et qui ont vraiment des problèmes financiers, c'est aussi important de le dire. On a eu des cas de gens qui étaient en fin de droit, chômeurs, etc. On leur a offert la place. Voilà, donc ça, il suffit simplement qu'ils se mettent en contact avec nous. Et puis sinon, voilà, c'est 30 €, ce qui est quand même très raisonnable, ou gratuit pour les PSH et leurs accompagnants. Et puis après, il y a des places gratuites pour les enfants sur la Water Music. Et puis l'atelier, lui, il est, je crois, à 10 € pour les moins de 12 ans. Parce qu'on sait que les jeunes filles ou les jeunes garçons qui aiment la danse, ils auront envie de venir à l'atelier. Et que, voilà. Donc on essaie, encore une fois, vraiment, la qualité, je crois, de la programmation n'est absolument pas en lien avec les tarifs qu'on pratique. Et ça, c'est une chose qui, même si budgétairement, c'est pas toujours facile à tenir, mais auquel je tenais, et nous tenions tous à l'offrande musicale. Voilà. Et je précise, parce que je vois Jesline aussi, que nous faisons aussi des interventions dans les écoles, déjà l'année dernière, mais aussi cette année. Je crois même que Philippe Lançon va peut-être intervenir pendant 2 jours. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel que Philippe Lançon puisse venir dans les écoles aussi. Et puis, il y a des préparations au concert.
vu que la Water Music est le projet jeune public cette année, il va sûrement y avoir des choses qui seront faites autour de cette œuvre-là et autour du thème de l'eau dans certaines écoles partenaires. Voilà. Ben voilà. Bon. Et alors s'il y a des questions, ben peut-être qu'on est en mesure de répondre. Et sinon, ben, je pense qu'on a... Ah, peut-être. Oui? Non. Non. Elle avait juste le stylo. Bon, ben voilà. Voilà, alors on vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.